La seconde partie de notre semaine dans le monde, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et si vous nous prenez en cours, je vous les présente très rapidement. Chloé Laudreau pour Cartooning for Peace, chargée de projet à Cartooning for Peace. Louis Magloire-Camaillou, journaliste indépendant, président du Club de l'information africaine. Éric Decoupty, directeur délégué à Marianne. Et Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express. Les Rwandais qui ont voté ce vendredi pour une modification de la Constitution, une modification qui permettrait à Paul Kagame de se représenter à l'élection présidentielle de 2017, ce que lui interdit aujourd'hui la Constitution. Les opposants au président rwandais qui dénoncent bien une volonté de celui-ci de se préparer une présidence à vie. Vincent Hugeux, c'est Kagame Forever, comme vous le titrez sur votre blog. Écoutez, on est bien parti, si j'ose dire. C'est le Yego, c'est-à-dire oui en Kinyarwanda, qui va l'emporter massivement. Il n'y a évidemment pas l'ombre d'un suspense. Et alors, colossale finesse, la réforme constitutionnelle, dont d'ailleurs les électeurs rwandais n'ont été informés que la veille du scrutin, puisque le texte n'avait pas jusqu'alors été diffusé dans son intégralité, mais peu importe, car en réalité il s'agit d'un plébiscite pour un homme et non pas d'un référendum sur des institutions nouvelles. Le dit projet contient 2 articles qui, lorsqu'on les combine, permettent à Kagame d'envisager donc un septennat transitoire nouveau, donc qui va le porter à 2024, et ensuite 2 quinquennats consécutifs, puisque la nouvelle règle ne s'appliquera qu'au terme de ce septennat transitoire. Donc au moins, et à ce moment-là, il n'aura jamais que 75 ans, ce qui est un âge de galopin dans certaines contrées, notamment africaines. Je pense là, évidemment, à l'ineffable Robert Mugabe au Zimbabwe. Si vous voulez, je vais aller au cœur du débat, à mon sens en tout cas. Étant au Rwanda en 1994, je suis bien placé pour savoir que Kagame a eu l'immense mérite de mettre un terme à une abjection qui était le génocide. Bien, j'ai été le témoin de son entrée dans Kigali, donc personne ne pourra jamais lui retirer ce mérite-là. Mais ceci ne lui donne pas tous les droits. Et surtout pas d'imputer toute manifestation de dissentiment ou de critique à du révisionnisme, du négationnisme, ou quand la dite critique vient de l'Occident, par exemple, à une sorte de néocolonialisme frénétique. Les Américains, qui sont quand même des parrains plutôt bienveillants pour Kagame depuis l'origine, ont quand même dit, 2 points ouvrés guillemets, personne n'est indispensable. L'Union européenne, extrêmement prudente, marche sur des œufs dès lors qu'il s'agit du Rwanda, a fait remarquer qu'une loi qui est taillée sur mesure ou sur des mesures pour un individu perd en crédibilité. Donc le vrai souci, il est là. Kagame a fait du Rwanda le Singapour des Grands Lacs, très bien. Les investissements, ils sont plus sécurisés que dans nombre d'autres pays. Parfait. Mais encore une fois, ça ne signifie pas qu'on doit interdire à toute dissidence, à toute contestation de s'exprimer. On met les opposants en tôle. On a un... Alors, il paraît que c'était une initiative populaire. Il y a des pétitions qui auraient été signées 3 millions de Rwandais, plus de 3 millions de Rwandais. 3,7 millions de Rwandais, ce qui est quand même 60% du corps électoral. Encore bravo. Personne n'est allé vérifier ça de près, mais c'est ainsi. Mais c'est une initiative populaire. Soyons clairs aussi, quand on connaît les pratiques politiques dans ce pays, qui a été amplement encadrée et orchestrée par le Front patriotique rwandais. Louis Magloire-Camaillou, vous êtes d'accord, il y a une ambiguïté chez ce personnage de Paul Kagame, c'est-à-dire c'est un personnage autoritaire, il n'y a pas de débat démocratique au Rwanda, mais il faut le dire, et vous le rappeliez Vincent, on va quand même donner quelques chiffres, parce que c'est quand même des chiffres qui font envie à d'autres pays africains, c'est un taux de croissance de 7,5%, c'est un pays qui est en pointe dans le domaine de la transition énergétique, le niveau de l'éducation, de la santé, les femmes, la parité homme-femme, 6e place mondiale sur 145 pays. Il y a encore plus de femmes, je crois, même que d'hommes au Parlement rwandais. C'est quand même, à ce niveau-là, c'est quand même un exemple, le Rwanda. Ce qui est certain, c'est que il y a une ambiguïté, en tout cas. Il y a ambiguïté parce que déjà, il n'a pas dit qu'il se présenterait. Pour l'instant, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai suspense? Non. Je ne veux pas lire dans les boules de cristal, je ne sais pas le faire. Ce que je peux dire, c'est que il y a au moins un deux poids, 2 mesures. Quand vous voyez comment la France et la communauté internationale, comme on l'appelle, s'est comportée devant le Congo-Brazzaville, quand un référendum a été lancé pour les mêmes motifs, et que vous voyez l'attitude qui est adoptée par rapport au Rwanda, le minimum, c'est qu'on peut dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures.
Chez l'un, on comprend qu'il puisse consulter son peuple, c'est normal. Et chez l'autre, cette consultation est déjà sujette à des polémiques, c'est vrai que pour à un Denis procès Sassou Nguesso, d'intention. il n'y a pas eu de de levée de si forte bouclier. que ça. François Hollande a même fait une petite boulette, entre guillemets. Un commentaire atterrant. Mais il a rétropédalé après. Oui, enfin, le mal était ce fait. que je veux dire, Le mal c'est était fait. on n'est pas aussi dur qu'avec Paul Kagame. L'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que quand on parle de l'Occident qui parle d'une seule voix, rappelons quand même que ce sont les hommes politiques pour l'instant qui sont très durs. Paul Kagame n'est pas, c'est vrai qu'il est aujourd'hui homme politique, président de son pays, mais c'est un militaire. Et ses relations, c'est pas avec les diplomates qu'il les entretient. C'est avec le renseignement, c'est avec les militaires. Et ces gens-là ne l'ont jamais lâché. Ils ne le lâcheront jamais. Donc là-dessus, on peut être certain qu'on soit aux États-Unis, en Israël ou dans n'importe quelle chancellerie, pour l'instant, il reste sûr de ses soutiens. Et de l'autre côté, sur le plan géopolitique toujours, quand vous prenez cette région des Grands Lacs, le fait est qu'aujourd'hui, en matière de leadership, parmi tous ceux que les Américains avaient cooptés comme les meilleurs dirigeants du continent, ceux qui avaient le plus d'avenir, qu'il s'agisse de l'Érythréen, qu'il s'agisse de l'Ougandais, qu'il s'agisse de lui, qu'il s'agisse de... Tous ceux-là ont craché. Ils se sont écrasés. Ils sont tombés en plein vol. Le seul qui reste et le en seul place, qui reste debout, c'est Paul Kagame. Donc, Éric Decout. Ce régime fort aussi, moi je pense que la communauté internationale, et vous êtes des meilleurs connaisseurs que moi, évidemment, de ces questions-là, mais c'est aussi qu'on a une région qui est extrêmement instable. Il y a le Burundi qui est à côté. Il y a la RDC. Il y a la RDC. Le et Soudan. que la communauté internationale, la discrétion de la communauté internationale sur cette espèce de coup de force démocratique, elle tient aussi à ça, parce que le régime de Kagame est un régime solide, est un régime qui fonctionne, comme vous l'avez dit, économiquement relativement bien, et c'est un régime qui est sûr par rapport à ses voisins d'une grande instabilité. Je crois que l'attitude de la communauté internationale, ce qui ne la légitime pas, mais en tous les cas s'explique avec ça. Avec en plus une énorme part de culpabilité, car Absolument. son apathie en 94 a été évidemment la recette la plus sûre pour le désastre absolu. Là-dessus, la rente de situation géopolitique, très bien. Mais ce que nous disent les dissidents, les contestataires rwandais, qui ne peuvent pas être soupçonnés de nostalgie pour les Interahamwe et les massacreurs de 94, c'est qu'ils ont besoin de respirer un peu, ils ont besoin d'un espace politique légitime. D'ailleurs, j'ai cherché un peu le ressort de cette stratégie de Kagame. Et en fait, j'ai trouvé un homonyme, un abbé Alexis Kagame, qui a disparu en 85, qui était donc un prêtre, historien, poète, philosophe, linguiste, anthropologue, et qui était un grand ami d'un Mwami, c'est-à-dire un roi traditionnel rwandais qui s'appelle Mutara III, et qui était donc cet abbé un partisan de la monarchie constitutionnelle. Donc je me dis c'est sans doute là que se trouve le ressort de cette ambition d'une forme de monarchie constitutionnelle. Plus sérieusement, quand même, ce qui m'inquiète le plus, c'est que le Rwanda, au fond, c'est la version la plus soft, la plus douce de cette frénésie de réforme, de bricolage constitutionnel. Je vais quand même vous livrer en 10 secondes une liste assez effarante. Vous avez des échecs, s'agissant de limitation de nombre de mandats par réforme constitutionnelle, au Burkina Faso, on l'a vu, à quel prix, et en Zambie. Mais pour le reste, au Burundi, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette obsession du président de Nkurunziza à rester au pouvoir. Et ensuite, vous avez eu des réformes constitutionnelles dans les années écoulées. Congo-Brazzaville, c'est en cours. RDC, ça ne saurait manquer. Djibouti, c'est fait. Algérie, c'est fait. Cameroun, c'est fait. Ouganda, Tchad, Togo, Zimbabwe, Angola. Excusez du peu. Il y a là, en fait, une pratique qui est générale. Et au nom de la souveraineté nationale, on interdit au monde extérieur de regarder ce qui se fait. Oui, mais la différence au Rwanda, c'est pas pour disculper Paul Kagame, mais par rapport à tous ces autres pays où il y a de la corruption, où il y a de l'enrichissement personnel et où il n'y a pas de développement économique de ces pays-là, il faut peut-être quand même laisser à Paul Kagame. Je ne peux pas faire l'avocat. Moi, je partage ce point de vue. Il y a une différence entre des régimes comment dire, patrimoniaux en quelque sorte, hein, où ces gens vont piller avec ce régime-là. Et ça n'est pas, on va pas faire l'avocat, je suis comme vous, mais en tous les cas, il y a ce régime-là qui fait il est sur d'autres fondements, et je pense que la communauté internationale et la passivité qu'on a à l'égard de ce coup de force démocratique, on pourrait l'appeler non démocratique, qui est là, je pense que s'explique aussi là-dessus. Il y a une singularité. C'est un régime, c'est un ancien patron des services secrets, c'est un militaire, il n'est pas suspecté d'être dans cette logique patrimoniale de certains de ses voisins africains. Mais est-ce qu'il n'y a pas la même passivité finalement, Vincent Hugeux, avec le cas par exemple du Congo-Brazzaville, avec Denis Sassou Nguesso, la passivité de la communauté internationale, c'est la même. Et peut-être qu'il y a peut-être eu même moins de condamnations qu'à l'encontre aujourd'hui de Paul Kagame. Hein.
quand François Hollande, qui là a perdu une excellente occasion de se taire, dit il a bien le droit de consulter son peuple, je veux dire que tous mes contacts congolais, quel soit leur degré de proximité avec l'opposition, tombent de l'armoire. D'autant plus que le même François Hollande, au moment du putsch vintage de Diendéré au Burkina Faso, avait eu une posture qui était, pour le coup, ferme et virile, dans le bon sens du terme. C'est incompréhensible. Mais ça dit beaucoup, d'ailleurs, d'une forme de détachement de la France officielle par rapport à ses enjeux démocratiques. Et je reviens à ma thématique tout à l'heure de la rente de situation sécuritaire. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la France a une priorité, c'est l'efficacité de son dispositif anti-djihadiste Barkhane, et que donc on baisse la mire de l'exigence démocratique et de transparence parce qu'on a besoin de ces pays. Et donc on ne va pas regarder de trop près ce qui se passe au Tchad, au Cameroun, au Congo-Brazza ou au Gabon. Franchement, Louis Magloire-Camaïeu, est-ce qu'on a vraiment déjà regardé de près ? On a déjà sur le Rwanda, pour parler du Rwanda, il y a cette culpabilité qu'on traîne depuis 1994 qui fait que pour parler du Rwanda, on prend énormément de pincettes. La deuxième chose, c'est que je n'aime pas les lectures ethnicistes quand on fait les analyses politiques sur l'Afrique, mais remarquez que Kagame et les Tutsis en général ont cette culture de l'honneur qui fait que par moment, quand il se sent acculé, il a besoin de montrer qui est le chef. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il est en train de jouer un coup de force qui consisterait à dire on ne m'imposera pas la conduite à tenir. Si je veux faire un changement, je le fais, advienne que pourra, je l'aurai fait. Que je me présente ou pas, à la rigueur, là n'est pas la question. Et puis, prenez, toujours sur le plan sécuritaire, quand vous regardez autour du Rwanda, l'océan d'insécurité qu'il y a, que par moment, ils ont contribué également au Rwanda, à créer d'ailleurs. Mais en quand RDC, vous, par exemple, oui, quand vous prenez cet océan d'insécurité, il arrive quand même à tenir plus qu'honorablement. Au Kenya, ce qui s'est passé au Kenya, c'est inenvisageable au Rwanda. Ce qui se passe en RDC, c'est inenvisageable. Et donc, ne serait-ce que pour cela, il a une position aujourd'hui qui lui permet de dire je suis le chef et quiconque conteste n'a qu'à venir le démontrer. Chloé. Quelques dessins sur le Rwanda, et donc si on peut déplorer un peu l'attitude de la communauté internationale, les dessinateurs, eux, n'hésitent pas à pointer du doigt celle de Kagame et également de ces bricolages un petit peu constitutionnels dont on parlait tout à l'heure en Afrique. Ce dessin de Gado, publié dans The East African, c'est l'hebdomadaire kényan. C'était en mai 2015. Il dit « Votre Excellence, est-ce que vous allez vous représenter après la fin de votre mandat ?» Il dit « Non, c'est absolument contre la Constitution. » La Constitution ne tombe pas du ciel. On va demander au peuple. Attendons et voyons ce que le peuple décide. Bon, on voit bien que le principe de base de l'anticonstitutionnalité a été assez vite dépassé et moqué d'ailleurs ici par le dessinateur Gado. Le dessin de Damien Glé du Burkina Faso qui met en relief un petit peu et en regard, j'allais dire, le départ d'Obama. Son départ, il dit 8 ans, quand même c'est court. Et puis tous les chefs d'État africains qui le regardent disent « Ah, bah vous voyez maintenant !» Donc derrière, on reconnaît entre autres Compaoré. Et donc voilà, ça mène un peu à sourire. Même ressort, j'allais dire, utilisé par Popa Matumula, qui a tweeté ce dessin tout à l'heure et que j'aime assez bien. Donc on voit tous ces chefs d'État, il y a Kagame, il y a Nguesso sur la ligne de départ et ils essayent tous de franchir un petit peu sans encombre l'obstacle de la Constitution. Mais on voit que ce n'est pas sans risque et que dans certains pays, notamment au Burundi, au Burundi, un pays au bord de la guerre civile, le Burundi. Où on en est aujourd'hui. Et donc ça a des conséquences qui sont pas du tout anodines. C'était la cohue devant les salles de cinéma en Europe, aux États-Unis. Star Wars qui a débarqué après des années d'absence. C'était l'épisode 7, le réveil de la force. Écoutez ces quelques réactions. Magnifique, des frissons pendant tout le film. Je pense, j'en ai rien qu'à parler. Putain. Franchement, c'est... Laissez-moi reprendre mes émotions, L'histoire est vraiment bien, il y a de l'humour, il y a du suspense, c'était vraiment top. On peut penser à de la copie, sur beaucoup de points, et pas de création en fait. Margaret Mayou, vous allez le voir ? Peut-être, je pense pas, mais je pense qu'ils n'auront pas besoin de moi pour faire recette et pour rassembler des milliers et de millions de... Et pourquoi vous n'irez pas le voir ? Je n'ai regardé aucun des épisodes jusqu'à présent. Alors, je tiens à vous dire, c'est ce que disent les spécialistes, parce que je suis dans le même cas que vous. Et les spécialistes disent, on peut regarder Le Réveil de la Force, épisode 7, sans n'avoir rien vu des autres épisodes. Je me laisserai tenter donc.
Bon, on verra. On vous reposera la question quand vous reviendrez. Hein. Éric de Couty. Je suis dans la même situation, j'en ai vu aucun, mais ce que je trouve d'extraordinaire, c'est la force qui a été déployée pour faire la promotion de ce film. C'est quand même incroyable. On voit le cinéma qui est devenu... On est dans la super structure industrielle, quoi. C'est quelque chose d'insensé. On a tous fait dans les journaux un numéro spécial. On l'a fait à Marianne, qui est a priori de qualité. Je crois que pas tous les magazines, les émissions spéciales, cette capacité à entraîner l'opinion de cette façon-là, chapeau. Moi, je dis, les gens qui sont derrière les spin doctors de Star Wars sont absolument formidables. Vous irez le voir ? Je vais vous dire, je sais pas, mes enfants ont très envie de le voir, mais... vous allez leur faire plaisir. Voilà, je vais faire ça. Vincent ? À la grande consternation de ma descendance, je n'en ai vu aucun, je le confesse, je ne m'en vante pas. En revanche, je me suis intéressé de près au contenu politique, voire géopolitique ça, c'est votre côté intellectuel, de George Lucas. Et je me suis aperçu, en lisant notamment Télérama, qui consacre un article de qualité cette semaine, que l'inspirateur véritable de George Lucas, qui n'est pas le réalisateur de cet épisode-là, puisque c'est J.J. Abrams qui a hérité de cette tâche titanesque, s'est inspiré, lui, d'un certain Joseph Campbell, qui était un universitaire et qui, au fond, a théorisé ce qu'on appelle le monomythe, dans un bouquin fameux de 1949 qui s'appelle « L'homme aux 1000 visages ». Je vais vous lire un petit extrait qui en dit assez long. Le monomythe, c'est, si vous voulez, la théorie sur laquelle... On n'aura pas vu le film. Toutes les histoires de cette nature qui ont cette force légendaire, au fond, fonctionnent sur le même ressort, qui est le Quidam, qui, au terme d'une aventure initiatique, va sauver le monde et se révéler à lui-même. Il y a un passage dans Campbell qui est assez intéressant. Que nous écoutions avec une réserve amusée les incantations obscures de quelques sorciers congolais, on n'en sort pas, aux yeux injectés de sang, ou que nous lisions avec le ravissement d'un lettré de subtiles traductions des sonnets mystiques de Lao Tse, qu'il nous arrive à l'occasion de briser la dure coquille d'un raisonnement de saint Thomas d'Aquin, ou que nous saisissions soudain le sens lumineux d'un bizarre conte de fées esquimaux sous des formes multiples, nous découvrons toujours la même histoire merveilleusement constante. Et c'est ça, je crois, la magie essentielle de ce succès phénoménal, au-delà de son accompagnement commercial. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Et puis il y a un deuxième aspect qui est passionnant, c'est la dimension alors strictement politique et notamment de récupération. Lucas est un démocrate. Il est fils d'un quincaillier de Modesto en Californie, alors plutôt favorable à la guerre du Vietnam au début. Et puis comme beaucoup d'intellectuels américains, il voit l'embourbement et il finit par devenir hostile. Et il est effaré par la récupération de ces thématiques par Ronald Reagan. La guerre des étoiles, son initiative de défense stratégique, l'empire du mal, dont on a d'ailleurs un sous-produit avec George W. Bush, avec le Axis of Evil, l'axe du mal. Donc lui, le démocrate, et qui au fond est aussi un réactionnaire, puisque on s'aperçoit qu'au fond, les dysfonctionnements de la société, c'est en fait la fragmentation, la fracture de la cellule familiale, etc. Mais il se dit, voilà, moi je voulais porter un message qui était anti-impérialiste, anti-totalitaire, et me voilà récupéré par la droite dure américaine. Et ça, il a toujours été, dit-il lui-même dans ses interviews, très mal à l'aise avec ce hiatus. Donc on a eu tout le résumé, on n'ira pas. Là, on n'ira pas. Ah non, je n'ai rien dit du film puisque je ne l'ai pas vu. Peut-être un ou deux quand même, parce que moi aussi, à défaut d'avoir été emportée par la magie de Star Wars, j'ai quand même choisi... Vous allez le voir, Chloé ? Vous irez le voir ? Elle les a tous vus. Bon, bah écoutez, non, elle en a vu aucun. Non. Aucun. Et elle si c'est pour faire plaisir à quelqu'un, à bon entendeur, j'irai. Donc j'ai choisi ce dessin parce que les dessinateurs en fait ont choisi Star Wars pour donner un petit clin d'œil, un petit côté humoristique à des dessins en fait d'actualité, que ce soit Plantu, une fois n'est pas coutume, dans Le Monde du 17 décembre dernier, la Sarko Wars entre les républicains qui se battent contre le FN à coups de sabre laser ou de matraque laser, je sais pas très bien, et Sarko qui est derrière et qui dit je suis ton père, et le républicain disant lâche-nous un peu. Celui-ci qui m'a aussi fait beaucoup rire, de Pierre Kroll dans Le Soir, mais où se cache Abdeslam, les deux militaires qui se regardent, il fait en fait il est grand comment, et on voit le robot R2D2 si je dis pas de bêtises qui se trouve à l'avant, qui voilà, ça m'a fait sourire. Les dessinateurs ont aussi
pointer, j'allais dire, ce côté très commercial de ce dernier opus. Le dessinateur Ed Hall a fait ce dessin en montrant Disney et sa pile de billets devant Dark Vador. Et je voulais finir le nouveau avec... Star Wars, je vous le dis, qui bat le record d'une soirée d'ouverture à 57 millions de dollars. Hein. Ce qui va faire un chiffre d'affaires assez imposant. Bolligan, ce dessinateur qu'on aime beaucoup chez Cartooning for Peace et qui nous livre ce dessin sur lequel je voulais finir parce que je le trouve très poétique. Il l'a intitulé en espagnol avec un petit jeu de mots « La guerre des profits ». Engañadas au lieu de la galaxie, voilà. Et en tout cas, je l'ai trouvé très poétique, très d'actualité puisqu'on y voit un petit Père Noël. Et je voulais finir sur ce dessin. Merci à tous les quatre encore d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Lui non plus n'a vu aucun Star Wars et n'ira pas voir celui qui vient de sortir. C'est Anthony Saint-Léger. C'est tout de suite un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir Vanessa. En France, on pourra bientôt savoir quelles photos de mannequins ont été retouchées. Oui, les députés ont voté une loi cette nuit avec 2 mesures importantes. D'abord, il y aura un certificat médical pour attester du bon état de santé du mannequin. Et puis ensuite, une deuxième mesure, la mention photo retouchée sur les photos qui ont subi une petite modification. Alors ça a fait réagir certains internautes, d'abord français d'Italie qui nous dit la priorité n'est pas là, plutôt que de lutter contre le chômage ou la dette, la gauche adopte une loi sur la maigreur excessive des mannequins. Une autre réaction cette fois-ci, Richard Paul qui nous dit il salue en quelque sorte la décision mais craint que les sanctions ne soient pas véritablement appliquées. Alors pour information, concernant le certificat médical, c'est 6 mois de prison et 75 000 € d'amende. Pour ce qui est de la mention photo retouchée, c'est 37 500 € d'amende en cas de non-respect. Alors justement, ces retouches, ça a été un combat notamment de Kate Winslet. C'était en 2003. Elle faisait la couve du magazine GQ. Alors ça, c'est la version officielle, mais regardez, c'était la version ici à droite, naturelle, j'ai envie de dire. On voit notamment au niveau des cuisses, au niveau des mollets, quelques rondeurs, je mets ça entre guillemets. Moi, je vois pas grand-chose. Voilà, mais on voit, regardez, on voit ici que c'est légèrement plus gros qu'ici. C'est très très léger, mais c'est pour vous dire que c'est en tout cas cette légèrement couverture, moins fait là, allez. Voilà, mais c'est en tout cas cette couverture du magazine GQ qui a lancé un petit peu l'engagement de Kate Winslet contre justement ces photos retouchées. C'est un véritable combat qu'elle mène et fait assez rare pour être souligné. Elle a annoncé récemment, l'égérie de Lancôme, donc elle voulait que dans son contrat figure une clause interdiction aux toutes retouches numériques, et c'est assez rare tout de même pour une mannequin et qui plus est actrice. Pour elle, elle a une responsabilité envers la jeune génération. Alors en espérant que sa voix se fasse entendre, il faut savoir par exemple qu'en France, entre 30 et 40 000 personnes souffrent d'anorexie et dans 90% des cas, ce sont justement des adolescentes. Et pour la retouche constitutionnelle, quel est le montant de l'amende? En France, toujours Christine Boutin condamnée pour provocation. Christine Boutin, l'homosexualité est une abomination. Oui, c'est ce qu'elle avait déclaré en 2014 au magazine Charles. Alors cette décision a fait réagir certains internautes qui ont d'abord salué cette décision. C'est le cas de Jean-Luc Romero, militant des droits homosexuels. Alors c'est une décision symbolique selon lui, mais peu pour le mal qu'elle a fait. Autre réaction, celle d'Éric Maillard, pour qui le fameux coup du « mais j'ai des amis homosexuels » n'a pas marché. C'était ce qu'elle avait dit en octobre dernier lors de sa comparution devant le tribunal. D'autres la soutiennent. C'est le cas notamment de Jean France. Je ne suis pas un adepte de Boutin, mais je la soutiens. Il dénonce une hystérie communautariste médiatique. Autre réaction de soutien, celle de Erwan Le Floch, pour qui c'est une atteinte au grand principe de la liberté de conscience. Alors la principale intéressée a fait appel, c'est en tout cas ce qu'elle a fait savoir sur son compte Twitter, et là aussi ça a fait réagir les internautes. C'est le cas par exemple de Flo qui nous dit « c'est facile d'insulter, mais quand il faut assumer, il n'y a plus personne ». Autre réaction d'un internaute, plutôt que de faire appel, elle pourrait prononcer « sans notre Père et sans je vous salue Marie ». La journaliste Sophia Aram qui par exemple évoque de manière ironique une sorte de récompense par la justice pour toute l'œuvre en faveur de l'homophobie. Sophia Aram qui par ailleurs dans son billet dénonce une abominable défense. C'est d'ailleurs un petit peu le sens de ce dessin de Noder. Christine Boutin enfin condamnée, je suis
abominable. Et puis cet autre internaute, c'est de Période, regardez, qui voit un cadeau de Noël. Et oui, Boutin condamné la même semaine que Zemmour, le Père Noël n'est vraiment pas une ordure, nous dit-il. On termine avec cette vidéo aux États-Unis, un match de NBA qui opposait Oklahoma City à Cleveland et qui a pris une tournure assez inattendue. Oui, assez inattendue, c'est le moins qu'on puisse dire. On va regarder tout de suite la vidéo et on en parle rapidement juste après. Ends up in the hands of Westbrook. He thought it was foul. He was tripped up. LeBron with the quick hands, and Singler is now on it. Dellavedova raising his hand. And apparently, when LeBron landed in the stands, he made contact right here. Whoa. Alors on imagine 2,03 m, 113 kg, c'est le gabarit du basketteur, mais je vous rassure, Elideh, la spectatrice, va bien. Et voilà juste le message tweeté par LeBron James. J'espère que tu vas bien et j'espère vous revoir bientôt. Ça a de quoi refroidir quand même. Et ses excuses, il présente. Ses excuses, tout de même. Tout de même. Hein. Merci beaucoup, merci Anthony, merci encore à tous les quatre d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, très bon week-end. Tout de suite le journal sur France 24 et je vous retrouve lundi à partir de 18h, heure de Paris. Très belle soirée.